Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce chapitre 13 de Réflexion, le podcast dans lequel je vous partage mes nouvelles pensées sur la vie. Alors avant de commencer à présenter le thème du jour et à parler du contexte, etc., je tiens à m'excuser pour la qualité du micro. Il se trouve que j'ai cassé mon ancien, mais que c'est un sujet qui me tenait tellement à cœur que j'ai pas voulu attendre d'en acheter un nouveau pour vous faire ce podcast. Pour ceux qui se demandent, c'est le micro de mon ordi, donc c'est un peu comme si on était au téléphone, vous et moi, ou dans un appel Discord, vous voyez ça comme vous voulez. Dans tous les cas, je suis sûr que la qualité ne va pas nuire à la compréhension de mon propos. Voilà, si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé, mais on va quand même essayer de faire ça avec cette qualité-là. En plus, je trouve qu'il y a un côté plus intimiste dans l'idée où voilà, on est vraiment en appel téléphonique, vous et moi. Donc, bienvenue dans ce chapitre 13 donc de Réflexion, le podcast où j'essaye de vous tenir au courant de comment je vois la vie selon les époques. Pour ceux qui seraient nouveaux sur ce podcast, il faut savoir que je l'ai lancé en novembre 2023, époque à laquelle je venais d'arriver à Paris, j'étais encore dans mes études de physique, je n'avais encore jamais travaillé et de surcroît je n'avais encore jamais travaillé en restauration. Vraiment une époque tout à fait différente que celle que vous voyez aujourd'hui. Même à l'époque je parlais beaucoup moins de politique sur les réseaux sociaux. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses qui différenciaient le Louis de 2023 du Louis de février 2026. Et donc aujourd'hui on va dans un premier temps repartir un peu de zéro, entre guillemets. On va essayer de retracer le chemin qui me pousse aujourd'hui à vous parler de cette nouvelle philosophie qu'est l'anarcho-absurdisme. Et justement, cet anarcho-absurdisme, on y reviendra en deuxième partie. Je vais essayer de vous présenter tout ça, de vous expliquer pour moi qu'est-ce que j'entends par là, comment je l'applique dans la vraie vie, qu'est-ce que j'en fais, je vais vous donner des exemples concrets, etc. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet et qu'on commence vraiment à décortiquer tout ça, j'ai envie d'abord de faire un disclaimer. Je sais très bien que le terme d'anarcho-absurdisme n'existe pas et que d'autant plus il ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire qu'on mélange deux choses qui n'ont rien à voir, de la philo et de la politique, et que en plus, vous allez voir que ça va plus loin dans ma bêtise, c'est que les deux mots, je ne les emploie pas dans leur première définition et dans leur réalité politique ou philosophique qu'ils expriment. Si vous voulez un podcast véridique sur la philosophie, sur la politique, etc., je vous invite à aller sur un autre podcast qui ne sera pas le mien, parce qu'ici on n'est pas là pour faire de la réalité philo, de la réalité politique, on est là pour juste discuter de comment moi j'envisage le monde. Évidemment c'est matière à débattre, ça ne fait aucun doute, mais les mots que j'utilise, voilà, c'est plus un moyen de se repérer et de résumer des idées très longues à expliquer en un seul mot, parce que je suis un mec, voilà, j'aime bien résumer tout ça. Et vous allez voir que même si j'utilise pas leur définition exacte, il y a quand même un esprit qu'on peut retrouver, et donc ce mot n'est pas non plus totalement insensé. Mais voilà, j'aime bien faire évoluer mon vocabulaire, même s'il n'est pas totalement véridique, au moins bah, ça fait des mots en plus dans ma façon de parler. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est fait, que l'intro c'est fait, que le disclaimer c'est fait, on va donc pouvoir s'attaquer au tout début de ce podcast, qui va donc être, je vous le rappelle, une rétrospective de mes différentes façons de penser, pour essayer de comprendre un peu comment j'en suis arrivé à l'anarcho-absurdisme. Parce que je pense que simplement vous présenter ça sans vous reparler un peu de tout le contexte qui s'est passé depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est pas très intéressant, parce que on manquerait beaucoup d'étapes et de comment est-ce qu'on en arrive à penser à tout ça. J'ai déjà fait un épisode qui s'appelle comme ça, d'ailleurs c'est l'épisode 1 il me semble, ou l'épisode 0, je sais plus, le chapitre en tout cas 0, donc vous pouvez aller le voir si vous voulez, mais même lui il date, donc bah, on va faire une sorte de deuxième update avec cette fois plus axé philosophique et moins axé perso, parce que dans l'épisode précédent, le chapitre 0, je parlais beaucoup de comment j'en étais arrivé là d'un point de vue vraiment personnel, je vous racontais un peu ma vie. Là on va essayer vraiment de parler plus de la manière que j'avais de penser, avec toujours quelques exemples et quelques contextes, quelques éléments de contexte personnel, parce que ça aide à comprendre, mais voilà, on va rester quand même très dans la philo. D'abord, tout ce trajet intellectuel, on va revenir à la source primaire, c'est pour moi en 2021. Je sais que dans le chapitre 0, j'avais parlé de 2022, en fait je crois que c'est 2021. Donc 2021, pour le contexte, j'étais encore en couple à l'époque, avec une fille avec qui ça faisait 2 ans que j'étais, c'était la fin, là on est sur la fin du couple, et j'avais une vision de la vie qui, en fait, ça n'était pas vraiment une, c'est-à-dire que je ne savais pas que je ne savais pas. C'est-à-dire que rétrospectivement, quand je pense à moi de 2021 et de surcroît à moi de avant 2021, en fait, je me rends compte que mes visions sur la vie, bah ça m'intéressait pas. Moi, la philo, je m'en fichais. Je vivais vraiment au jour le
jour sans me soucier de ce que j'allais faire le lendemain, de comment surtout je pensais à ce que je faisais, comment j'envisageais mes choix, comment j'étais en société. Tout ça, je m'en fichais en fait. Le seul intérêt que j'avais, c'était d'essayer de sourire un maximum de fois par jour. Alors vous allez voir que plus tard, on va un peu revenir sur ça, mais avec une conscience plus grande. Vous savez, c'est un peu le mème de la fameuse courbe en cloche là, mais c'est quand même important de savoir qu'au début, on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Et ça, c'est un truc aussi que je veux vous dire, c'est que si vous êtes dans les prémices un peu de ce genre de réflexion, c'est totalement normal d'être ignorant du fait qu'on soit ignorant. Par exemple, vous savez, j'ai vu un professeur qui faisait une présentation à la mécanique quantique un jour, et qui a fait une présentation que je trouve absolument magnifique. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram passer. C'est un professeur qui explique que, en gros, au début du semestre, c'est le seul à ne pas comprendre la mécanique quantique, et que les élèves en face de lui ne comprennent pas pourquoi ils ne comprennent pas la mécanique quantique. Et que l'objectif du semestre, c'est que les élèves puissent dire haut et fort pourquoi ils ne comprennent pas la mécanique quantique. Bah, c'est un peu pareil avec la philo, si vous voulez. C'est-à-dire que ne pas savoir qu'on ne sait pas, c'est quelque chose, mais savoir qu'on ne sait pas, c'est quand même un éveil philosophique qui est plus intéressant et qui est plus pertinent pour aider à vivre. Parce que savoir qu'on ne sait pas, ça nous donne déjà de l'humilité. Dans un point de vue très pratique, j'entends, ça nous donne beaucoup d'humilité, ça nous permet d'apprendre beaucoup des autres, ça nous rend curieux et ça nous rend aussi empathique parce que du coup on va être beaucoup plus à l'écoute des gens, on va beaucoup moins avoir cette idée qu'on sait un peu tout, etc. Donc c'est très important de passer par l'étape je ne sais pas que je ne sais pas. Donc ça c'était en 2021. Ensuite, on peut directement sauter jusqu'en 2022. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'après ma rupture, j'ai commencé à aller dans tous les plaisirs divers et variés, boîte de nuit, je voyais plein de gens, je passais ma vie dehors, je pensais jamais à ce que moi je réfléchissais. Sauf que, évidemment, comme tout c'est ce genre de moment dans sa vie, la réalité a fini par me rattraper, j'ai fini par retomber amoureux, et c'est là où vous avez peut-être suivi, j'ai eu des périodes dépressives, alors pas diagnostiquées, mais j'étais vraiment à deux doigts de me flinguer pour pas peser les mots, donc vraiment, c'était en tout cas une période très difficile de ma vie. Et à cette époque-là, c'était juste, du coup, le truc, c'était vivre à 100% en fonction de mes émotions. C'est-à-dire, je suis triste, je suis au fond du seau, j'ai envie de disparaître, et je suis heureux, il n'y a plus rien qui peut me retenir sur Terre, et je ferai tout pour accomplir mes rêves. Donc c'était vraiment une dualité qui était certes très vivante, c'est-à-dire que vraiment, je me suis rarement senti aussi vivant qu'à cette période-là, parce que quand tu vis autant de choses, c'est très intéressant de voir comment tu réfléchis et de voir à quel point tout devient fois 1000. Mais à la fois, c'était une période très compliquée parce que je me perdais un peu par rapport à moi-même. Je savais plus qui vraiment j'étais et surtout, je prenais pas le temps de réfléchir tout seul dans mon appart, de comprendre pourquoi je faisais tout ça. En fait, je naviguais vraiment à vue, c'est-à-dire que j'allais je sais pas où et j'attendais que le temps passe et je faisais ce qui me plaisait. Et par contre, quand ça allait pas, ça allait vraiment pas du tout. Donc là, pareil, en termes de véracité philosophique, je vais pas commencer à vous parler d'épicurisme ou je ne sais quoi, parce que moi-même, je ne suis pas sûr de ce que je veux dire. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que j'étais à fond dans les plaisirs, à fond dans il n'y a pas de lendemain, à fond dans tout ça au jour le jour. Et ce qui s'est passé, c'est que donc après cette rupture, donc on arrive en 2023, je suis parti en Suède pour mon stage de fin de licence en physique, et une fois arrivé là-bas, j'ai commencé à entendre parler donc de cette philosophie qui s'appelait le stoïcisme. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de dires que Marc Aurèle et Sénèque notamment disaient qui me faisaient beaucoup de bien, et donc j'ai essayé d'appliquer cette philosophie de manière encore plus dure que les philosophes eux-mêmes l'exprimaient. C'est-à-dire que je me suis vraiment dit, écoutez, je vais essayer de devenir le sage stoïcien, donc sans aucune émotion. Et donc le seul objectif de cette étape de ma vie a été d'être le plus gros caillou émotionnel possible. C'est-à-dire que je ne voulais pas ressentir, je voulais pas ressentir les choses trop fort, je voulais pas ressentir les choses trop basses, je voulais absolument rien ressentir. La tristesse, je voulais pas la ressentir, et la joie, j'avais un peu de mal à la ressentir aussi du coup, parce que, on y reviendra plus tard, mais c'est difficile de ressentir de la joie si on ne ressent pas pleinement notre tristesse aussi, parce que le contraste devient compliqué à faire. Si vous passez votre journée à regarder de la lumière brillante, quand vous allez voir du noir, ça va pas vous faire grand chose parce que vous allez continuer à voir de la lumière et réciproquement, vous avez compris. Mais malgré tout ça, ce stoïcisme brut, je sentais qu'il y avait encore des problèmes parce que j'étais toujours pas heureux. Et à cette époque-là, donc de 2021 jusqu'en 2023, le seul but que j'avais dans ma vie, c'était d'être heureux, donc je cherchais différents moyens de l'atteindre. Néanmoins, ce stoïcisme m'a appris quand même à déjà prendre conscience que mes émotions existent. Certes, je les refusais,
Mais au moins, je faisais quelque chose que je faisais pas en 2021 et en 2022, c'est que je faisais en sorte de comprendre qu'elles existaient, je les écoutais et je les regardais en face. C'est-à-dire que je n'en avais pas peur. Alors certes, je les ai ignorées en 2023, mais contrairement à 2021 et 2022, je savais qu'elles étaient là. Et c'est déjà une première étape vers la guérison et vers la conscience philosophique certaine, même si on l'aura jamais totalement, mais c'est quand même le but. En tout cas, de tout ça, je pense, c'est d'être assez conscient philosophiquement de ce qui nous arrive. Et donc, c'était un peu la première étape en mode, ok, j'ai des émotions, je vois qu'elles sont là. Juste là, on est en 2023, je suis en Suède, je suis un peu petit, j'ai pas envie de les ressentir. Je veux pas ressentir de tristesse. Donc, pour me préserver de pas ressentir de tristesse, je préfère ne pas ressentir de joie non plus. Parce que, je vous l'ai dit, si on ressent l'un, on finira par ressentir l'autre, etc. Tout ceci nous amène donc fin 2023, en novembre, où j'ai sorti donc le premier épisode et donc j'en étais là. Et après, petit à petit, avec tous ces épisodes, on a commencé à discuter un peu plus. On a commencé à parler donc de ce que c'était le stoïcisme pratique. On a essayé d'expliquer comment on pouvait s'en servir dans la vraie vie. Sauf que plus je faisais de podcasts, plus je discutais avec vous, plus je faisais de vidéos, plus je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui coinçait et que en effet, ce truc émotionnel de se refuser de ressentir, ça commençait à m'énerver. Et ça, en fait, ça a été même dès les premiers épisodes. Vous n'allez pas m'entendre dans les premiers épisodes vous dire ouais non il faut rien ressentir. Non, c'était justement, je réfléchissais en parlant et je me disais c'est pas possible, je ne veux pas continuer à ne rien ressentir, c'est pas moi, enfin c'est pas que c'est pas moi, c'est pas humain en fait de rien ressentir. J'ai aussi accepté le fait que j'étais un humain comme les autres et que c'était donc normal de ressentir de la tristesse, que j'avais pas envie de dépasser ma condition humaine et que je trouvais ça presque assez, égocentrique ou même prétentieux de vouloir être un humain différent alors que je suis comme tout le monde et c'est ça qui fait ma force. Et donc ça on y reviendra aussi dans la deuxième partie sur l'anarcho-absurdisme, mais j'ai commencé donc à réaliser en 2024 que c'est être comme les autres qui faisait ma force. Et donc on arrive aux prémices du stoïcisme absurde. Donc ça on est en 2024. Le stoïcisme absurde, c'est donc on prend le stoïcisme que j'aimais déjà beaucoup et on rajoute l'absurdisme d'Albert Camus. Alors je vous préviens tout de suite, ça va pas du tout être l'absurdisme que si vous faites des études, vous avez étudié beaucoup mieux que moi. Je vais pas du tout citer Albert Camus. Je vais juste vous dire que moi j'ai lu L'étranger, j'ai lu Le mythe de Sisyphe. Il y a des maximes et il y a des façons de faire qui m'ont énormément parlé et dont je me suis inspiré tous les jours. Je ne sais pas si c'est par là ce que Camus voulait dire, mais en tout cas, il y a plein de phrases qui m'ont vraiment profondément marqué. C'est-à-dire que je sais que dans l'histoire de Camus, il y a beaucoup, il y a 4 cycles, je crois, il y a la révolte, enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs et je m'y connais pas du tout assez. Juste dans les phrases qu'il a dit, moi je me suis inspiré de ces phrases et je les ai tournées à ma façon de voir les choses et comment moi j'étais heureux en voyant ces choses-là. Je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est pas ça qu'il voulait dire, mais c'est ce qui m'a moi permis d'aller mieux, donc c'est ça que j'ai retenu. Par exemple, quand il dit que si vous avez une excellente raison de vivre, c'est aussi une excellente raison pour mourir, moi je trouve ça magnifique parce que ça dit qu'en fait ça sert à rien d'avoir une raison de vivre, tout simplement. Et c'est là du coup où j'en viens, c'est que pour moi l'absurde, je l'ai pris dans ce sens-là en 2024. Je l'ai pris en mode, écoutez, en fait j'en ai marre de me dire que ma seule raison de vivre ça va être d'être heureux, alors que juste de me réveiller le matin, ça suffit à me rendre heureux. Donc je vais pas chercher une raison à tout ça, je vais pas chercher à comprendre pourquoi là je suis heureux et pourquoi là je suis malheureux, je vais juste kiffer les moments où là je suis heureux, là je suis malheureux. On revient presque aux pensées de 2022, de tristesse, etc. Mais cette fois, du coup, avec une conscience sur ce que je ressens et pas juste une vie au jour le jour sans réfléchir à pourquoi j'aime vivre au jour le jour. Et c'est quand même déjà deux choses assez différentes. Donc ça a été une première approche, mais on gardait encore un peu de stoïcisme. C'est pour ça que ça s'appelait le stoïcisme absurde, parce qu'on continuait à garder cette idée de on fait gaffe à nos émotions, on fait gaffe à pas trop cracher sur nos émotions sur les autres, on fait gaffe à comment est-ce qu'on est en société, comment est-ce qu'on doit se désintéresser des trucs matériels, etc. Comment est-ce qu'on doit aussi faire la différence, et là je vais citer Épictète, entre ce qui est de notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut changer et qu'est-ce qu'on peut pas changer, etc. Bref, j'étais vraiment dans cette dualité stoïcisme-absurdisme. Ensuite, on continue d'avancer, on se retrouve donc en 2025, donc là, cette fois, ça fait 1 an que je bosse en restauration, je suis en couple, j'ai changé d'appartement, ça fait 1 an et demi que je suis à Paris, donc voilà, on est déjà plus proche de aujourd'hui 2026, et donc en 2025, on était toujours sur ce stoïcisme absurde, avec cette fois un truc qui a été très important et dont j'ai beaucoup parlé donc dans les derniers épisodes du podcast, c'est la notion d'empathie, parce que c'était un truc en fait qui me manquait toutes ces années, mais même si on a déjà un peu commencé à aborder ça dans le stoïcisme absurde de 2024, là en
2025, c'est vraiment devenu quelque chose de central. C'est-à-dire que j'en avais marre de me dire, ok, en fait, tout ce que tu fais, tu le fais que pour toi, par rapport à toi et par rapport à tes propres visions. Et j'ai eu envie de me dire en 2025, en fait, tu n'es pas le mec unique que tu pensais être. Tu n'es pas l'élu, tu n'es pas Naruto, tu n'es pas Sasuke, tu n'es pas un élu absolu de la prophétie. Tu es un mec comme tout le monde. Et donc, si toi, tu réfléchis d'une certaine manière, il faut que les autres puissent se retrouver dans tes pensées. Et c'est là aussi où j'en suis venu à beaucoup discuter de mes pensées, que ce soit avec vous ou avec mes amis, pour être sûr qu'en fait, j'étais pas le fou du bus qui avait des idées qui n'avaient aucun sens. Et ça m'a fait beaucoup du bien de voir qu'il y a des gens qui m'ont contredit, il y a des gens qui m'ont écouté, il y a des gens qui m'ont corrigé, il y a des gens qui ont adoré ce que je faisais. Et ça m'a fait vraiment du bien de partager ça avec tout le monde. Et puis même de manière plus pratique dans la vie de tous les jours, j'ai commencé à devenir, à essayer en tout cas de devenir, je sais pas si je le suis, mais en tout cas c'est un but que j'ai un peu tous les jours, c'est pas d'être ce pote qui parle, c'est d'être ce pote qui écoute, d'être ce pote qui peut vraiment vous faire vous sentir mieux, d'être cette safe place et pas juste d'être un gros bourrin qui va venir t'étaler son stoïcisme à la gueule quand tu vas râler. Et en 2025, ça a été vraiment ma manière de vivre, surtout que vu qu'en 2025 j'ai été en couple, enfin je suis toujours en couple, mais je veux dire j'ai été en couple toute l'année 2025, ça m'a vraiment permis de vérifier cette hypothèse-là au quotidien avec ma copine, parce que j'ai pu commencer à comprendre qu'en fait l'écoute c'était plus important que la parole, que ça servait à rien de toujours trouver des solutions logiques à tous les problèmes, etc., etc. Donc on était sur un stoïcisme absurde, empathique, si je devais voilà, donner les trois axes principaux, mais petit à petit le stoïcisme, j'avoue qu'il disparaissait, et le seul truc qui faisait que le stoïcisme était intéressant pour moi, c'était dans la manière qu'il décortiquait les émotions. D'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, le seul truc que je garde de toute cette expérience stoïcienne, de toutes mes lectures stoïciennes, c'est pas les conclusions, mais c'est plus les débuts et les premières expériences, en mode, ok, je vais méditer, je vais réfléchir, je vais essayer de mettre de côté ce que je contrôle là dans l'immédiat, ce que je contrôle pas, voilà, on essaye de vraiment faire tout ce travail là de décortiquage émotionnel. Si ça vous intéresse plus, je vous invite à aller voir mes autres épisodes où je parle de toutes ces choses là, notamment celui où j'explique comment on se sert du stoïcisme au quotidien. Mais donc voilà, là déjà vous avez un beau cheminement, enfin un beau, ça c'est assez relatif, mais en tout cas une belle épopée en termes de longueur, parce qu'on part donc de 2021 où vraiment j'étais ignorant, jusqu'à 2025 où j'arrivais à faire en sorte que ma philosophie puisse m'aider moi et surtout puisse aider les autres. Donc en tout cas c'est exactement le genre de cheminement que je voulais pour ma vie. Donc personnellement, c'est un truc dont je suis assez fier. Je sais que c'est pas l'exploit de toute une vie, mais j'en suis quand même très content. Et après 17 minutes de blabla donc sur mon ancienne vie, il est temps d'enfin arriver à l'anarcho-absurdisme en soi. Donc qu'est-ce que c'est que ce concept? Qu'est-ce que c'est? Bah alors déjà, je vous préviens, et je vous l'ai déjà dit en intro, mais je le redis ici, ça ne veut rien dire. On mélange anarcho, donc d'anarchie, qui est un terme politique, à l'absurdisme qui est un terme philosophique. Donc déjà on mélange deux choses qui n'ont rien à voir. Alors en fait déjà pour moi avoir ces mots là c'est très important parce que ça me permet de structurer ma pensée. C'est comme pour le stoïcisme absurde ou le stoïcisme brut, c'est des choses ça veut rien dire mais moi ça me permet de comprendre comment je réfléchis et où j'en suis dans ma vie. Donc l'anarcho-absurdisme, on a d'abord, ce qui est très important pour moi, c'est anarchie, c'est cette conscience politique. En fait, quand j'ai commencé à parler de philosophie en 2024, j'ai été surpris, très malheureusement surpris, de voir qu'il y avait beaucoup de gens d'extrême droite, donc des fascistes, qui suivaient mes idées et qui étaient d'accord avec elles. Et je ne comprenais pas comment c'était possible que des gens aussi méchants dans la vie de tous les jours puissent suivre ces idées-là. Et donc, c'est pour ça qu'en 2025, j'ai commencé à parler beaucoup plus de stoïcisme absurde empathique, parce qu'en fait, je voulais que les gens comprennent que si on n'est pas empathique dans la vie, on ne peut pas suivre ma philosophie. Et ça a été quelque chose de très important. J'en ai beaucoup discuté, ça a été des gros débats, il y a plein de gens qui m'ont insulté, il y a plein de gens qui n'ont pas compris que je parle de politique alors que de base je parlais que de philo. Enfin voilà, ça a vraiment été compliqué parce que pour moi la politique a toujours été au cœur de ma vie et c'est toujours quelque chose de très important. Quand je rencontre quelqu'un, c'est quelque chose qui me permet de savoir si la personne en face de moi est saine d'esprit, si je vais pouvoir être ami avec elle ou non. Parce que oui, je ne peux pas être ami avec des gens... Parce que non, pardon, je ne peux pas être ami avec des gens d'extrême droite, ce n'est pas possible. Il y a trop de différences de conception même de ce que c'est qu'un être humain. Et ça a été quelque chose de vraiment complexe quand j'ai commencé à parler de tout ça sur TikTok ou même sur Spotify. Mais donc voilà, l'anarchie, vraiment ce côté où la politique est très important dans ma vie et l'empathie va de pair avec. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas suivre ma philosophie de sérénité, de paix intérieure, d'amour pour les autres, d'empathie, si on est quelqu'un d'extrême droite. Alors le terme anarchie
particulièrement, et pourquoi pas socialisme ou communisme ou quoi, j'y reviendrai après, mais voilà, c'était vraiment quelque chose de primordial de mettre en évidence par ce mot-là dans l'anarcho-absurdisme, par le mot anarchie dans anarcho-absurdisme, de mettre en évidence que la politique pour moi est très très importante. Et alors quand je parle de politique, vous comprenez bien que je ne parle pas de système politique, tout ça, on parle vraiment de morale, on parle de vivre en société, c'est dans ce sens politique-là que je veux discuter. Et bon, après, pour l'absurdisme, c'est toujours pareil. On est sur le fait que voilà, la vie, elle n'a aucun sens, que c'est trop bien qu'elle n'ait aucun sens, parce que du coup, on peut absolument tout apprécier sur Terre. Et c'est pour ça que j'ai choisi le mot anarchie et pas communisme ou socialisme. C'est parce que justement, j'ai découvert en 2026, en fait, que ce ne sont pas que les choses simples qui sont belles, comme je disais beaucoup en 2024 ou en 2025. En fait, c'est tout qui est beau. C'est-à-dire que même les choses moches, même le chaos, même l'absolu, tout est absolument magnifique. Et c'est pour ça que j'ai parlé, donc, pour ça que je dis anarcho-absurdisme, parce que anarchie, parce que chaos, même si je sais que l'anarchie ça veut pas dire le chaos, c'est pour ça que je dis que les mots que j'emploie n'ont aucun sens, mais que ça me permet juste de structurer ma pensée. Mais voilà, c'est que vraiment je trouve que le chaos un peu ordonné de la vie est magnifique. Pareil, le chaos des humains a ses beaux côtés aussi, et que je trouve ça très beau. C'est aussi que je trouve très beau la révolte, par exemple, et c'est aussi pour ça que j'utilise le mot anarchie, c'est que je trouve ça magnifique, des peuples qui se révoltent, des gens qui se révoltent. Je trouve que c'est la plus belle chose en tant qu'être humain qu'on puisse faire, se révolter contre quelque chose qui nous oppresse et quelque chose qui nous dérange. Je trouve ça absolument magnifique. Vraiment, cette combinaison des deux qui va venir essayer de dire la vie n'a aucun sens, mais ce qui peut être une lumière au milieu de ce non-sens absolu qu'est la vie, ça va être l'empathie, ça va être l'amour pour les autres, ça va être l'appréciation de tout ce qui peut être beau ou pas d'ailleurs dans notre monde, ça va être ces moments très aléatoires, ces moments très calmes, ces moments très bruyants, et apprécier chacun d'entre eux à sa juste valeur. Ça va être chaque jour est un nouveau jour. Bon, ça c'est assez classique dans la philo, mais c'est toujours bon de le rappeler, que quand on a des problèmes, c'est normal d'en avoir et qu'il ne faut pas culpabiliser, que non, vous ne détestez pas les lundis, vous détestez juste le capitalisme. C'est ce genre-là, on est dans ce mood-là où on essaye d'être éveillé philosophiquement et en même temps d'être éveillé politiquement, parce que je pense pas qu'on puisse être l'un sans l'autre. Et c'est aussi pour ça que le stoïcisme a commencé à me déranger, parce que quand on commençait à parler de oui, je ne me concentre que sur ce que je peux contrôler, pardon, et tout ce que je ne peux pas contrôler, je m'en fous. Bah, ça aussi, quand j'ai commencé à un peu plus m'éveiller politiquement, c'est quelque chose qui a commencé à me déranger. Parce que par exemple, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler directement avec nos propres mains, mais qui sont quand même très dérangeantes. Donc par exemple, le racisme, l'homophobie, la xénophobie, l'islamophobie, toutes ces formes de discrimination, on ne peut pas avoir un impact direct avec nos mains, mais pour autant, on ne peut pas juste rester indifférent. Et c'est pour ça que cette philosophie-là m'a profondément dérangé, et que donc je me suis tourné plus vers l'absurdisme, qui consiste à dire que voilà, tout ça n'a aucun sens, mais que du coup, dans tout ce non-sens-là, ben, je peux choisir la révolte, je peux choisir l'empathie, je peux choisir l'amour, je peux choisir la paix, tout ça. Mais pareil, même cette notion de paix, on parle bien de paix intérieure, de paix avec soi-même, parce que je pense pas qu'un jour je serai en paix avec la notion de grand capital ou avec les racistes, par exemple. Enfin voilà, je pense que vous avez saisi l'idée globale. De toute façon, là, c'était une update avec juste une remise à niveau de comment j'ai évolué, parce que j'ai fait un TikTok aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, le 5 février, où je parlais de mes évolutions philosophiques au fur et à mesure des années. Donc vous allez revoir tout ce que j'ai dit dans ce podcast. Le but de cet épisode, c'était donc de refaire ce tracé-là de vive voix, pour voir aussi d'où je viens, et pour peut-être aussi vous inspirer. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'une des années que j'ai cité. Par exemple, peut-être qu'actuellement vous êtes dans la phase stoïcisme brut, et donc vous allez voir comment moi j'ai évolué. Et alors il ne s'agit pas de me suivre, mais peut-être de vous inspirer, ou même de vous dire que vous n'êtes pas à la fin de l'évolution philosophique de votre vie. Moi-même, là actuellement j'ai 23, bientôt 24 ans, on est qu'en 2026, je suis né en 2002. Qu'est-ce qui me dit pas qu'en 2050 je serai juste un cartésien de plus, totalement ennuyant, ou peut-être même revenu un stoïcien, on ne sait pas du tout. Ce qui est important pour moi que vous reteniez de tout ça, c'est qu'on évolue en permanence sur nos vues philosophiques du monde, et que ce qui est important, c'est
de philosopher, pas la philosophie, comme disait Kant, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est très important de continuer à réfléchir, de continuer à creuser, de continuer à se remettre en question aussi, parce que j'aurais très bien pu, voilà, en 2023, me dire, bah, je suis stoïcien brut et je le serai toute ma vie, et si je le suis pas, je suis une grosse merde. Non, il s'agit aussi d'être indulgent avec soi-même, de se laisser le temps de changer, aussi très important, de pas forcer les changements, c'est-à-dire, j'ai pas forcé ce nouveau mot là pour faire un podcast, sinon j'aurais fait un épisode il y a 6 mois, parce que là, c'est beaucoup plus irrégulier, le podcast, je m'en excuse d'ailleurs. Voilà, je sais que c'est de la philo de comptoir, que j'ai une mauvaise compréhension de l'absurde de Camus, du stoïcisme et de l'anarchisme. Je vous rappelle que je ne me sers de ces mots que comme repère, pas comme vraie définition de ce qu'ils veulent dire. Mais c'est quand même important, je pense, de voilà, structurer sa pensée, réfléchir tous les jours à comment on pense, comment on veut penser aussi, vers quoi on veut tendre, qu'est-ce que c'est qui compte vraiment pour nous là à l'heure actuelle. Et voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est l'empathie et c'est trouver tous les jours quelque chose de beau dans la journée, même si la chose n'est pas belle en soi, mais c'est juste le fait de trouver la chose belle qui la rendra belle. Vous savez, c'est ce que Spinoza disait, c'est pas parce que quelque chose est bien qu'on le veut, c'est parce qu'on le veut que ça devient bien. Bah voilà, beaucoup de pensées là-dessus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un épisode aussi long, ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer ça. Et moi, je vous dis à la prochaine sur TikTok, à la prochaine sur Spotify, et n'hésitez pas à aller checker aussi mes photos, que ce soit sur mon site internet ou sur mon compte Instagram, @pedristi avec un Z à la place du S. Voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Maintenant que je suis un vrai photographe, ça me ferait trop plaisir de pouvoir vous shooter, d'autant plus que j'essaye de mettre de la philo dans mes shootings. Bref, je vous embête pas plus, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Pedristi, ciao ciao la team!